Salut à toutes et à toutes, j'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver. Personnellement, ça va super. Aujourd'hui, on aborde un sujet qui fâche, donc je vais être obligée de préciser quelques petites choses avant de commencer. Ce dont je vais vous parler, c'est mon analyse, c'est mon expérience, c'est ce que j'ai pu retenir et c'est ce que je peux dire du livre que j'ai lu. Donc, vous n'allez pas commencer à me choper par le callback. Tu ne commences pas à me choper par le callback. Si pour vous, cette méthode fonctionne, et si ça vous convient, tant mieux, grand bien vous fasse, et surtout ne changez rien. Évidemment que mon point de vue est critiquable, j'accepte toute critique constructive, toute remarque. En revanche, tous les commentaires insultants, dégradants, dénigrants, ça, je supprime direct. C'est la dictature sur cette chaîne, j'en ai rien à foutre, c'est la mienne. Ceci étant dit, on peut commencer. Qu'est-ce que le Miracle Morning ? À 20 ans, après une très belle réussite scolaire, l'auteur du livre, Hal Herold, est victime d'un accident de voiture. Il passe 6 jours dans le coma, 11 os fracturés, des dommages cérébraux irréversibles, et quand il se réveille, on lui annonce qu'il ne pourra probablement plus jamais marcher. Suite à cela, il sombre dans la dépression, il réussit à s'en sortir et décide d'en faire un livre, pour raconter comment il a réussi et comment tout le monde peut réussir grâce à son remède miracle que vous allez vous empresser d'acheter. Grossièrement, c'est ça. Pour mettre un peu dans le contexte, j'ai été dépressive à tendance suicidaire pendant de longues années, et pour une raison obscure, j'avais une certaine obsession pour ce livre, sans jamais vraiment l'avoir lu. Aujourd'hui, je vais mieux, et spoiler, ce n'est pas grâce à cette méthode. J'ai commencé à m'intéresser à cette méthode quelque chose comme en août 2019. Il y a des tonnes et des tonnes de vidéos, d'articles qui en parlent. J'étais persuadée que cette méthode était vraiment la clé pour m'en sortir. J'avais l'intime conviction que c'était la façon de sauver ma vie. J'ai essayé plusieurs fois, en vain, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. J'avais jamais osé acheter le livre, parce que je suis une pingre. J'avais peur d'acheter le livre, 17 € quand même, et de ne pas l'aimer. Le temps a passé, je suis guérie, et je me suis dit, mais maintenant que je vais mieux, c'est le moment d'avoir un regard plus objectif sur ce livre. Puisque avant, sans l'avoir lu, j'avais une certaine idéalisation de la méthode et de la façon dont ça changerait radicalement ma vie si j'arrivais à l'appliquer. Il y a tellement de choses dans ce livre qui ne vont pas. Déjà, dès les premiers paragraphes, on se rend vite compte que c'est un livre de développement personnel très classique. Comme les autres. Rien de plus, rien de moins. Rien de nouveau sous le soleil. Est-ce que c'est le fait d'avoir idéalisé ce livre pendant si longtemps qui m'a rendu aussi critique ? En tout cas, j'étais très déçue en le lisant. Ce livre est un best-seller. Tout le monde en parle. Il y a tellement d'articles et de vidéos là-dessus que pour moi, ça devait être quelque chose de révolutionnaire. Alors qu'en vérité, dès le début, on s'en rend compte, et plus j'avançais dans ma lecture, plus c'était évident, ce livre n'a rien de spécial. Que ce soit dans le style d'écriture lui-même, le livre est bourré de clichés de développement personnel. Pour moi, il apporte rien, et j'ai du mal à comprendre. Enfin, je dis j'ai du mal à comprendre, en vérité, j'ai ma petite idée de pourquoi c'est un best-seller. Je pense, et c'est un avis qui n'engage que moi, évidemment, c'est pas forcément réel, que c'est un livre qui a bien fait son argent sur les gens comme moi il y a à peine un an. Qui étaient tellement désespérés de trouver un sens à leur vie, de soigner leur dépression, qu'ils ont acheté ce livre. Le fait que l'auteur ait vécu une dépression, personnellement, c'est ce qui m'a attiré le plus dans ce livre, de se dire c'est quelqu'un qui a vécu ça, qui comprend et qui a réussi à s'en sortir. Donc ça peut être applicable à moi. Sauf que c'est pas vraiment le cas. Si l'auteur a fait une dépression et s'en est sorti de cette façon, ça veut pas dire que tous les dépressifs en s'en sortiront de cette façon-là. Et ça, je pense que c'est un concept que l'auteur soit ne le sait pas, soit n'en parle volontairement pas. Comme tous les livres de ce genre, déjà, il se base sur la loi de l'attraction. C'est un principe qui, grossièrement, veut que si tu penses très très fort à quelque chose, ça va finir par arriver. C'est de la merde. Voilà, je pense que j'ai même pas envie de me justifier, c'est de la merde. Ensuite, comme la plupart des livres de développement personnel, c'est un livre qui repose essentiellement sur le « quand on veut, on peut ». Cette phrase, elle me fait toujours bondir quand je l'entends ou quand je la lis. Parce que c'est de la merde. Je trouve que de dire « quand on veut, on peut », c'est ignorer toutes les dynamiques racistes, sexistes, sociales, et j'en passe. C'est pas vrai, on n'a pas tous les mêmes chances. Pour donner un exemple facile, je pense par exemple qu'une jeune fille d'origine maghrébine, voilée,
qui grandit dans les banlieues de Paris n'aura pas les mêmes chances qu'un garçon qui grandit dans les beaux quartiers de Paris. Ça, c'est pas vrai. Effectivement, elle peut réussir. En attendant, il y aura beaucoup plus d'embûches sur son chemin et il n'y aura pas que sa volonté qui sera en jeu. Il y a beaucoup de dynamiques autour de la personne qui vont faire qu'il y aura des embûches. À titre personnel, je trouve que de dire quand on veut on peut, c'est un peu une parole de privilégié. La vérité, c'est qu'il y a tellement plus à dire sur rien que la phrase quand on veut on peut et sur combien c'est nul et c'est faux. Faudra en faire une vidéo complète et je peux pas tout aborder là-dedans, sinon la vidéo elle va durer 3 heures, c'est pas possible. Troisièmement, l'absence totale de source. C'est peut-être une déformation professionnelle de ma part, mais pour moi, dans un ouvrage qui avance autant de choses qui sont censées être basées sur des études, doit les citer, ce qui n'est pas le cas. Sauf quand il s'agit évidemment de citer les livres des copains. Ça les sources, ne vous en faites pas, il y a même l'éditeur. En attendant, on a quand même des chiffres tout droit sortis du trou de balle. On ne sait pas d'où ils viennent. Page 17, dernièrement, j'ai lu une étude alarmante. L'Américain moyen est en surpoids de 9 kilos, endetté à hauteur de 100 000 $, un peu déprimé, n'aime pas son travail et n'a aucun ami proche. Page 70, dernièrement, j'ai lu une statistique disant que 80% des femmes se dénigrent elles-mêmes. Page 35, environ 95% de notre société se contentent de bien moins que ce dont ils rêvent. Page 21, statistiquement, 95% des gens ne vivront malheureusement jamais. Une étude. J'ai lu des statistiques. Environ 95%. D'où viennent les chiffres ? Moi, personnellement, ça me choque. Personnellement, quand je lis un livre qui me dit une étude, dit que, blablabla, j'attends à ce qu'il y ait une référence. Je trouve que c'est très important. Déjà, je trouve que c'est un gage de sérieux. C'est parce que c'est facile, je peux très bien personnellement dire une étude prouve que tous les gens avec des dreadlocks ont un QI supérieur. Bon, j'en sais rien, en fait, juste un chiffre que j'ai sorti comme ça. C'est une étude que j'ai lue, effectivement. Je trouve que c'est d'autant plus important de citer ses sources, dans le cas d'études, parce que ça permet un peu de prendre du recul. Potentiellement, je lis un livre qui parle du bien-être animal, et qui me dit que les animaux s'amusent quand les chasseurs les chassent. Et je vois que l'étude est une étude qui a été menée par les amis de la chasse. Ça aide un peu à se dire, bon, potentiellement, c'est une étude qui cherche à montrer quelque chose, un certain point de vue, c'est pas tout à fait et forcément objectif. Là, pour le coup, on n'en a aucune idée. Je dis pas que tous les chiffres sont faux dans le livre, du coup j'ai fait quelques recherches en amont, il parle notamment du taux de divorce, lorsqu'on se renseigne un peu sur le site de l'INSEE. Effectivement, les chiffres dans le livre sont justes, mais en attendant, je trouve que quand je lis un livre, j'ai pas à aller faire moi-même toutes les recherches pour vérifier que le chiffre qu'il a donné, page 17, est correct. Ça doit être écrit, ça doit être quelque part, même à la fin, à la limite, citer toutes les sources ou toutes les études qu'il a pu lire. Voilà, je trouve que là, ça décrédibilise déjà d'entrée de jeu énormément le livre et le contenu pseudo-scientifique qu'il veut se donner. Quatrièmement, ce point est un petit peu délicat et il implique un sentiment personnel. Donc, je prends vraiment des pincettes avec les pincettes. L'auteur explique qu'il a été gravement dépressif pendant un certain laps de temps, et je ne remets surtout pas ça en question. Et d'ailleurs, je profite de l'occasion qui m'est donnée pour rappeler que on ne remet jamais en question quelqu'un qui vous dit qu'il ou elle est dépressif. On ne dit non plus jamais à quelqu'un « tu n'as pas l'air dépressif ». La dépression est une maladie insidieuse qui porte 1000 visages et tout autant de masques. Dans notre cas, je m'interroge en fait surtout sur la véracité de ce qui est raconté, quant à la façon dont il s'en est sorti. Il ne mentionne pas vraiment de suivi psychologique ou psychiatrique. Je m'interroge vraiment sur l'efficacité réelle de sa méthode miracle. Je sais bien que toutes les personnes qui souffrent de dépression ne souffrent pas de la même manière. Mais quand il explique qu'un jour, il s'est décidé à aller courir, et que miraculeusement il s'y est tenu après pendant tous les autres jours qui ont suivi, ou alors qu'un soir, il a décidé d'écrire ses motivations, et du coup il a réussi à se lever à 5h du matin, et qu'ensuite il a continué de le faire, et que du coup il était motivé, et blablabla, et que la machine était en route en tout cas. Ça me laisse perplexe. À titre personnel, quand j'étais au fond du gouffre, j'avais pas la force de me lever. J'avais pas la force de me lever, pas à 5h, pas à 11h, pas à 15h, pas à 19h, jamais. Concernant les objectifs,
Effectivement, ça m'arrivait d'avoir des sursauts de motivation un petit peu. Malheureusement, ils duraient rarement très longtemps, parfois de quelques heures à tout juste peut-être quelques jours. Mais ça durait pas. Je me sentais très vide, j'avais pas de motivation, j'avais pas de force. J'avais constamment ce trou noir à l'intérieur de moi qui grignotait tout, ce qui fait que j'avais aucun plaisir, aucune motivation, et à partir de là, tu fais rien, quoi. J'ai encore beaucoup de mal à parler de ce que j'ai ressenti pendant ma dépression, et même ce que je ne ressentais pas, en fait. C'est pour ça que je reste un peu évasive et que j'en parle encore pas trop. Peut-être que quand j'aurai complètement fini de procéder tout ça, j'en ferai une vidéo et j'en parlerai. En tout cas, son discours me laisse un peu perplexe. C'est un peu délicat à expliquer comme ressenti, mais je suis sûre que vous comprenez un peu ce que je veux dire. D'autant que, un peu plus loin dans le livre, il explique que tous les matins, il faut faire une liste de gratitude. Tous les jours, écrire les choses pour lesquelles nous éprouvons de la gratitude. Quand on est dépressif, je suis pas sûre qu'il y ait énormément de choses pour lesquelles on éprouve de la gratitude. En tout cas, quand j'étais au fond du gouffre, j'étais très loin d'être en capacité d'énumérer les choses pour lesquelles je ressentais de la gratitude. Et j'étais tellement noyée dans ma douleur permanente que le simple fait d'être en vie était loin d'être quelque chose pour lequel j'étais reconnaissante. Donc, de là à faire une liste de choses pour lesquelles j'ai de la gratitude... Maintenant, on va parler du programme en lui-même. Se lever à 5h du matin, c'est un des points clés. Et ce que je vais dire là, ça va être aussi à prendre avec des pincettes, parce que tout ce qui relève du sommeil, c'est quand même assez personnel. Dans le livre, Hal Herold explique que tout se passe avant 8h. Il suggère donc de se lever à 5h du matin, en tout cas c'est ce que lui fait. Évidemment, il n'y a pas d'études là-dessus, comme à peu près tout ce qui est avancé dans le livre. Je disais donc que c'était un point à prendre avec des pincettes, parce que je trouve que l'heure de réveil et le sommeil, c'est quand même quelque chose qui est propre à chacun. Déjà rien que en fonction de nos emplois du temps respectifs. Quelqu'un qui travaille de nuit, il va pas se lever à 5h du matin. Quelqu'un qui travaille d'après-midi, se lever à 5h du matin... bof. Cependant, il est intéressant de savoir que la plupart des Français se réveillent entre 6h48 et 7h15 du matin. Ça varie selon les sources. En dehors de ça, il y a une étude qui a été menée par l'université d'Exeter qui tend à montrer qu'il y a également des facteurs génétiques et environnementaux par rapport aux couches tôt ou aux lève tard. Maintenant, on va se pencher un peu plus sur l'horloge biologique en elle-même. Si on en croit le Parisien, c'est une source qui vaut ce qu'elle vaut, on arrête de produire de la mélatonine vers 7h30. Je vous mets un schéma qui explique l'horloge circadienne pour que vous puissiez un peu comprendre mon point. Je pense que vous avez très bien compris où je voulais en venir. Également, l'auteur explique qu'il fait son sport le matin, en ce qui concerne la course à pied ou le fitness. Sauf que, dans les faits, le moment idéal pour faire du sport, c'est plutôt entre 16 et 17 heures. C'est le moment où la température corporelle est le plus haut, donc c'est le moment où on aura les meilleures performances. Au contraire, j'ai surtout lu que le matin, il fallait privilégier des sports doux comme le yoga par exemple. Concernant le sport à jeun, les avis sont assez mitigés là-dessus. Je vous laisse quelques sources en barre d'infos pour aller regarder un petit peu. Il y a du pour, il y a du contre, ça dépend de ce que vous voulez. Je peux malheureusement pas en parler ici, sinon la vidéo sera d'autant plus longue, plus qu'elle ne l'est déjà. Cependant, malgré tout ce que j'ai pu dire, je pense que l'horloge biologique peut être modifiée. Il y a une étude qui a été menée par les universités de Birmingham et de Surrey au Royaume-Uni et par l'université de Monash en Australie, qui a montré que sur une période de 3 semaines, il était possible de modifier le rythme circadien sur des personnes plutôt dites du soir, donc noctambules, et ce, à l'aide d'interventions non pharmacologiques. Également, il est prouvé que prendre son temps le matin avant d'entamer sa journée est bénéfique. Prendre le temps de se réveiller, d'avoir un petit déjeuner, pourquoi pas un petit peu de sport doux comme du yoga. En fait, pour conclure sur le point se lever à 5 heures, personnellement, ce que je trouve assez agaçant avec les gens qui prônent le fait de se lever aussitôt, c'est qu'ils présentent vraiment ça comme la solution, et comme si tu n'y arrives pas, c'est que t'es pas dans le bon mindset, ou c'est que tu ne le veux pas vraiment, tu ne te donnes pas les moyens de réussir. Je suis pas d'accord avec ça. Parce que on n'a pas tous les mêmes besoins en sommeil. Quelqu'un qui aura besoin de 5 heures de sommeil, ce sera peut-être moins compliqué pour lui de se lever tôt. Quelqu'un qui a besoin de 9 heures par exemple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à 20h faut être endormi, ça voudrait dire être au lit à 19h? Si on considère qu'il faut en moyenne entre 7 et 8 heures de sommeil, je trouve que ça fait se coucher quand même relativement tôt. Je trouve que ce genre de programme exclut beaucoup toutes les relations sociales qui jouent un rôle très important dans le bien-être humain. Sixièmement, les techniques de visualisation et d'affirmation. Je pense effectivement que la confiance en soi se travaille. Je pense également que les plus confiants réussissent mieux, parce qu'ils se mettent plus en avant, ils savent peut-être mieux saisir les opportunités qui leur sont présentées. Maintenant, est-ce que visualiser ses objectifs, ça aide vraiment là-dedans? Pour l'avoir essayé, non. En 7e point, je vais faire quelques commentaires un peu mis comme ça dans le désordre sur le livre en général. Comme je l'ai dit, je trouve que c'est un livre qui est très cliché.
Je trouve que typiquement, c'est des phrases dedans qu'on pourrait retrouver sur des comptes Instagram un peu bidons, genre, je sais pas, Think Billionaire, ou Success Motivation, enfin je donne des noms au pif, hein, j'en sais rien, mais je suis sûre que vous voyez ce que je veux dire par là. C'est cliché, c'est ce genre de personnes qui ne savent citer que Elon Musk ou Oprah Winfrey. C'est bon, on a compris. Et d'ailleurs, en fait, à ce sujet-là, je tenais à rajouter quelque chose, c'est que si on peut citer ces noms de gens qui ont réussi et qui font ces choses-là, et je ne doute pas que Oprah Winfrey ou Elon Musk soient des bousillés du travail, ça, je pense qu'on n'a rien sans rien d'une certaine façon. En revanche, si on peut les citer, c'est justement parce qu'ils sont peu. C'est un peu comme le loto. On donne les gagnants, on donne pas tous ceux qui ont perdu. Donc dire, en gros, si tu réussis pas comme Elon Musk, c'est parce que t'es pas dans le bon mindset ou t'es pas assez motivé, je regrette, c'est pas vrai. Et c'est bidon d'ailleurs. Il ne suffit pas de penser comme Elon Musk pour devenir Elon Musk. Par exemple, Elon Musk travaille, je sais plus combien d'heures par jour, je vous le mettrai au montage. Je suis intimement persuadée, évidemment c'est très personnel, que si je me mettais à travailler comme lui, disons le même taux horaire, je deviendrais pas Elon Musk pour autant. Il y a une question d'opportunité, il y a une question de chance aussi, c'est un facteur, il y a plein de choses qui rentrent en jeu, il n'y a pas juste se bousiller au travail. Bon, en dehors de ça, quand l'auteur a commencé à citer « Réfléchissez et devenez riche » et « Père riche, père pauvre », vous savez pas comment j'ai soufflé fort du nez quand j'ai lu ça, c'est dans la continuité du cliché, voilà. Rien à dire, je pense que vous avez compris mon point de vue là-dessus. Également, un point qui est soulevé malgré lui par le livre, c'est le culte de la productivité et le culte du bonheur. Le culte de la productivité, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui gangrène un peu notre société. Dans ce genre de livre, c'est toujours pour vous montrer comment vous allez être au maximum de votre productivité, comment vous allez optimiser la moindre minute de votre journée. Aucune seconde ne sera gâchée à rien faire. Vous allez être au max du max. Ouais, d'accord. Bon, c'est une pensée très capitaliste. Aujourd'hui, ce mode de pensée me dérange. Notamment parce que quand j'étais dépressive, c'était vraiment quelque chose qui m'obsédait et qui me faisait sentir très coupable. La dépression est une maladie, je le précise. Je pouvais rien faire. Je me sentais comme dans de la glu ou dans du sable mouvant, j'arrivais vraiment pas à m'en sortir. Et ce genre de choses me faisait sentir très coupable. Et me faisait dire, mais en fait, si t'es pas productif, t'es rien dans ta vie. T'es nul. Passer du temps à rien faire ? Quoi ? Mais ça va pas à la tête. Et je trouve que ça rejoint vraiment parfaitement le culte du bonheur, où il faut absolument être positif, il faut absolument tout prendre du bon côté, il faut être heureux. Ouais mais non, en fait. On a le droit de ne pas être productif, on a le droit d'avoir des coups de mou, on a le droit d'avoir des périodes de dépression, on a le droit d'avoir des périodes de déprime. Ça fait pas de nous quelqu'un de moindre valeur. Et ça, je pense que c'est très important de le préciser, je trouve que ce genre de livre, c'est vraiment juste un moyen de faire culpabiliser. Et personnellement, c'est pas en culpabilisant que j'avance. Il y a des gens qui sont des bousillés du travail. Et tant mieux pour eux. Et il y en a d'autres pour qui c'est pas vraiment le cas. Est-ce que ça veut dire que l'un est meilleur que l'autre ? Non. Et je voudrais qu'on arrête de faire croire le contraire. Je suis en train de préparer une vidéo entière sur le bullshit du développement personnel. Enfin, du moins la façon dont il a été capitalisé. Mais pour ça, il va falloir que je lise beaucoup plus pour pouvoir vous donner vraiment des sources et pouvoir appuyer mes dires sur quelque chose et pas simplement sur un ressenti personnel. Ça n'a pas tellement d'intérêt. Ça risque évidemment de me prendre un peu de temps. Je pense que maintenant vous connaissez un peu la chaîne. Personne n'est surpris. Pour conclure cette vidéo qui est déjà bien assez longue, il n'y a pas que du mal dans ce livre. Au contraire. Je pense qu'il y a des points qui sont soulevés qui sont très intéressants. Il parle notamment de la méditation. C'est plus à prouver, la méditation a beaucoup de bienfaits. Personnellement, j'ai jamais réussi à m'y mettre vraiment, mais j'ai lu tellement d'éloges à ce sujet et on en parle tellement que je vois pas en quoi ça pourrait être mal. Également, tout ce qui concerne la gratitude. Comme je l'ai dit, je pense que quand on est dépressif, c'est difficile. Et il faut pas se sentir coupable pour ça. Il faut pas se sentir coupable parce qu'on n'arrive pas à trouver des choses pour lesquelles on est reconnaissant. En revanche, aujourd'hui, je vais mieux. Et je pense que je suis capable de faire cet exercice-là. Et ça peut parfois peut-être aider à se remettre un peu la tête sur les épaules. De se rappeler, j'ai ça dans ma vie, j'ai ça. Ouais, d'accord, non, c'est vrai, je suis contente. J'ai déjà tout ça dans ma vie et c'est bien. Effectivement, pratiquer une activité sportive régulière, c'est bon pour la santé. Ça, je pense que je l'apprends à personne. Mais est-ce que vraiment, la faire à 5h du matin ou la faire à 17h, ça change quelque chose ? Bon. Dernier point, et celui qui est peut-être
un des plus intéressants du livre, l'auteur précise que sa méthode est malléable, c'est-à-dire qu'elle peut être adaptée aux besoins de chacun. Bon, en l'occurrence, si je devais l'adapter, je pense que je dégagerais bien 75% du bouquin, mais comme j'ai dit en intro, on est tous différents, on a tous des besoins différents, et peut-être qu'il y a des points qui moi me font bondir, mais qui sont très importants pour d'autres, et je trouve que le fait qu'il ait précisé qu'on puisse adapter, c'est un bon pas. Typiquement, un boulanger peut pas se lever à minuit pour pouvoir avoir du temps avant de commencer son travail, c'est pas possible. Peut-être que un fonctionnaire peut se le permettre, par exemple, admettons, je sais pas. Je pense que c'est à peu près tout ce que j'aurais à dire sur ce livre. Évidemment, j'ai encore 2-3 petites choses à dire, mais qui relèvent plus du ressenti très personnel et qui font peut-être moins de sens. Et évidemment, je voudrais pas heurter quelqu'un qui regarde cette vidéo et qui nourrit beaucoup d'espoir dans cette méthode, comme j'ai pu le faire d'ailleurs. Pour moi, et ce sera la fin de cette vidéo, je trouve que ce livre est une arnaque. Il n'apporte rien. Il n'est pas écrit différemment, la méthode n'est pas vraiment miracle, le contenu qui se veut scientifique ne l'est pas du tout. Mais bon, c'est un best-seller, si on va dans la catégorie Amazon ou Fnac, développement personnel, il fait tout le temps partie du top vente. J'ose espérer que ça a vraiment changé la vie de certaines personnes. En tout cas, si vous qui regardez cette vidéo avez déjà essayé cette méthode et que ça n'a pas fonctionné, c'est pas la peine de culpabiliser. C'était mon cas, quand je voyais toutes ces vidéos de gens qui disaient combien c'était bénéfique, ça me faisait énormément culpabiliser et ça ne m'aidait absolument pas. J'ai vraiment hâte d'avoir vos retours sur cette vidéo. C'est le genre de thème sur lequel j'adore discuter. Une étude a montré que 99% de mes commentaires étaient très bienveillants. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Chapeau à ceux qui sont restés jusqu'à la fin parce que c'est quand même très très long. Et puis essayez de rester en vie jusqu'à ma prochaine vidéo.